L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Les yeux du monde entier, particulièrement des médias, sont rivés sur le procès pénal de Donald Trump, un des premiers comme ça, évidemment, qui frappe un président américain. Et une de ses pères dieux qui fixe le procès et qui le suit, c'est ceux de Stéphane Bureau qui nous rejoint ce matin. Bon matin, Stéphane. Salut Alexandre. Ce ne sont pas mes seuls yeux, évidemment, qui sont attentifs à ce qui se passe au tribunal, quoiqu'il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment, parce qu'il faut toujours faire confiance aux journalistes et commentateurs qui sont au tribunal, puisqu'il n'y a pas de caméra pour transformer le procès en télé-réalité, comme certains l'auraient sans doute voulu. Il faut donc faire confiance à ceux qui nous rapportent l'actualité pour nous faire une opinion. Et c'est peut-être au cœur de ce que je voulais aborder ce matin avec toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment il se fait qu'en général, quand on lit les journaux, écoute la télévision ou la radio, l'opinion sécrétée autour de M. Trump est à peu près toujours la même. Alors évidemment, il y a à l'occasion des gens qui sont un peu en dehors des clous, qui pensent autrement, mais il semble y avoir toujours une espèce de consensus sur l'opinion qu'on devrait se faire et avoir de M. Trump. Est-ce que c'est pour toi quelque chose de mystérieux ou ça tombe sous le sens parce qu'on devrait tous penser la même chose? Ben, c'est tellement un personnage qui est polarisant en soi que on dirait, je trouve qu'il y a une certaine logique à voir les opinions être polarisées. T'as justement un espèce de bloc monolithique qui va le supporter peu importe ce qui va arriver. Puis d'un autre côté, il y a un bloc monolithique qui semble enclin à le condamner avant même que le procès. On se comprend, c'est un procès, même s'il y a des éléments de preuve qui peuvent nous apparaître clairs, évidents, c'est un procès. Il y a un jury qui est là pour ça, pour prendre une décision sur ce qui va se passer. Il est toujours pas condamné à l'heure qu'il est là. Il n'est toujours pas condamné, mais je te dirais que tu as parfaitement raison. Le personnage Trump polarise. J'ai, moi, l'impression, quand je lis mes journaux, quand je regarde la télévision, écoute la radio, comme je le disais, que l'opinion dominante n'est pas une opinion, disons, sympathique et que si je devais me fier à ce que je lis, ben, il est probablement condamné d'avance, même si, il est vrai, plusieurs commentateurs, analystes légaux, vont concéder que de tous les procès auxquels il fait face, c'est peut-être le plus difficile pour le procureur qui lui intente ce procès, qui lui intente ces procédures, parce que la démonstration est peut-être plus compliquée que pour les prochains procès auxquels il fera face. Alors donc, effectivement, une espèce d'unanimité, et il y a peut-être une réponse ou une explication à cette unanimité. En fait, c'est qu'il y a consensus auprès de plusieurs de ceux qui font l'opinion pour le détester. Et c'est un site d'information américain, Politico, plutôt associé à la gauche, qui a mis au jour l'affaire. C'est intéressant parce qu'on présumerait que Politico ferait partie justement de cette chambre d'écho défavorable à M. Trump et qui a donc mis au jour, c'était probablement pas un secret, mais cette idée, et c'est plus qu'une idée en fait, cette habitude qu'ont ceux qui commentent l'affaire de se retrouver entre eux tous les vendredis pour une réunion Zoom et partager leurs opinions, leur manière d'aborder la chose et peut-être même mettre au point leurs commentaires. C'est assez surprenant. Puis on parle évidemment de gens qui sont ouvertement opposés à M. Trump. Je répète, donc, ce sont des commentateurs, des analystes, on pourrait dire des Trump-tateurs ou des commentateurs, parce que c'est devenu aujourd'hui un fonds de commerce puissant. Le commentariat autour de M. Trump a nourri plusieurs carrières. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sous d'ailleurs à rapporter ce qui se passe en cours et ailleurs dans la vie de M. Trump. On peut même, je dirais, faire l'hypothèse que les médias traditionnels, ceux qui en général détestent M. Trump, ont depuis 2016 fait de très bonnes affaires avec l'arrivée de M. Trump à l'avant-scène. D'ailleurs, ça a été assez bien documenté de 2016 à 2020. Les abonnements ont explosé pour
tous les grands médias qui étaient un peu avant ça malmenés. Les choses se sont un petit peu assouplies après 2020 et soudainement, depuis qu'il est redevenu en vogue, on vend à nouveau des abonnements. Il est bon pour le fonds de commerce. Or, donc, pour faire simple, Politico nous apprend que tous les vendredis, il y a une réunion Zoom. C'est une espèce de groupe de conversation qui réunit des commentateurs, des journalistes, des gens qui écrivent dans des magazines, des analystes légaux, des avocats, qui sont tous unis par une chose, parce que ce sont des compétiteurs dans la vie de tous les jours. Ils travaillent qui pour CNN, MSNBC, peut-être le New York Times, d'autres médias. Puis on parle de grands noms connus. Ils sont unis par une chose. Ils ont une saine détestation de Donald Trump. Et travaillent à analyser, disent-ils, les problèmes qu'ils auront à commenter, mais en même temps, on peut aussi le soupçonner à trouver les meilleurs angles pour le présenter sous le pire des jours. Et c'est intéressant parce que quand le journaliste de Politico s'est présenté puis a dit « Est-ce que vous voudriez me parler et me raconter à quoi sert le groupe, quels sont les types de conversations que vous avez ?» On a souvent dit, en fait, la plupart de ceux qui participent à l'exercice ont dit « Non, il est hors de question que je le dise officiellement, on the record », comme on dit en journalisme. Puis à plus forte raison, parce que ça pourrait accréditer la thèse qu'il y a une cabale anti-Trump. Et c'est précisément l'argument de l'ancien président quand il dit les médias ne sont pas objectifs, la justice a été instrumentalisée et ceux qui le détestent conviennent de l'idée que de se retrouver entre eux le vendredi pour peut-être mettre au point leur communication. En tout cas, ça accrédite l'idée qu'il y a une chambre d'écho où des gens qui partagent la même opinion, même s'ils sont compétiteurs, se retrouvent par leur détestation du personnage. C'est pas la première fois d'ailleurs que ce genre de groupe informel de discussion. Au début des années 2000, tu es peut-être un peu jeune pour t'en souvenir, il y avait un petit peu un groupe qui avait pour nom les journalistes et ça regroupait toutes sortes de journalistes associés ou au progressisme ou la gauche telle qu'elle se définit aux États-Unis et ça avait fait à l'époque un petit scandale parce qu'on disait ben ça y est, c'est la démonstration qu'il y a une chambre d'écho, que les journalistes pensent tous la même chose puis qu'ils se retrouvent ponctuellement, se sont donné un groupe de discussion pour échanger entre eux, mais aussi peut-être pour accentuer ou ajouter à leur biais éditorial, parce qu'on veut tous penser que notre travail de journaliste, même si c'est vrai qu'on a des opinions, est de rendre compte des faits, pas de juger ou de préjuger avant les faits. Et cette affaire-là, au début des années 2000, avait effectivement renforcé, et particulièrement pour la droite américaine, les conservateurs, le soupçon que c'est organisé un peu entre journalistes, que la vérité, dans le fond, elle est orientée par l'idéologie politique. Et là, aujourd'hui, on découvre, cric, crac, croc, comme l'aurait dit Tante Lucille à une époque aussi, que tu n'as pas connu, que les gens qui, aujourd'hui, détestent M. Trump et qui agissent dans les médias communiquent entre eux. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une collusion. C'est absolument pas ce que dit Politico. Mais qu'ils sont à discuter entre gens qui pensent la même chose de ce qui pourrait être éventuellement, quand eux font leur métier, la ligne éditoriale à respecter ou à aligner. C'est assez troublant. Ça remonte un peu à, et là c'est peut-être davantage dans ton registre, août 2016, le 7 août 2016, dans le New York Times, un journaliste dans la page d'opinion avait dit, c'est M. Jim Rotherberg, qui est aussi reconnu pour sa détestation de M. Trump, qui avait dit il est en train, le candidat à l'époque Trump, avant qu'il ne devienne président, il est en train de nous forcer à réviser ce qu'est la manière de faire du journalisme. Son article était intitulé Trump is testing the norms of objectivity in journalism. Il teste les frontières de ce qu'est l'objectivité dans le métier de journaliste. Ouais, puis il y a beaucoup de vrai là-dedans. Oui, absolument, il n'y a aucun doute. Et ce qu'il disait, c'est que comme journaliste, on n'a plus à être
objectifs comme nous l'étions avant, parce qu'il y a des institutions qui sont menacées, qui sont mises en danger par Donald Trump. À l'époque, il n'était pas encore président, je le souligne à nouveau, mais on présumait qu'il mettrait la démocratie en danger. Donc, il fallait, comme journaliste, prendre fait et cause, qu'il fallait prendre le risque de laisser de côté son objectivité pour aller au combat et, quand il le fallait, dénoncer le personnage, dénoncer évidemment ses mensonges et le démasquer. Alors, est-ce que c'est ça le journalisme? C'est en partie ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on est là pour ramener à l'ordre ceux qui ont pour responsabilité, entre autres, de nous gouverner. Ceux qui ont à rendre des comptes, ben, les journalistes sont là pour faire en sorte qu'ils rendent des comptes. Est-ce que il y a un combat plus grand quand le personnage qui est au pouvoir comme M. Trump ou qui aspirait à devenir président des États-Unis à l'époque, est-ce qu'il y a une responsabilité plus grande parce qu'on présume qu'il a, lui, une attitude différente et unique par rapport à tous les candidats qui l'ont précédé, parce que c'est un peu ça qu'on disait et c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Oui, puis là-dessus, tu as entièrement raison, Stéphane. Les apparences sont essentielles, particulièrement dans un climat où on a peu de confiance du côté américain, du côté de la population américaine envers le journalisme et les médias en général. Mais en même temps, puis je fais l'avocat du diable, j'essaie de me mettre dans le pot de ces journalistes-là qui couvrent un procès qui est complètement hors du commun. Là. On s'entend d'un côté de couverture médiatique, mais d'un côté aussi des précédents, Stéphane, que ça crée d'avoir dans un procès pénal un ancien président américain, puis surtout d'entendre autant là, de rumeurs puis d'autres histoires qui s'apparentent à celle de Stormy Daniels en témoignage au procès de la part de l'ancien patron du National Enquirer. C'est quelque chose comme procès, là, Stéphane. C'est, pour employer ton expression, quelque chose. Il y a un précédent qui se crée parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu avant M. Trump de président traîné devant les tribunaux dans une affaire criminelle. C'est certainement pas parce qu'il l'a choisi. Puis peut-être qu'on pourra en parler demain parce que le temps nous presse. Mais on reproche, entre autres, dans ce procès, au président d'avoir entravé le cours du processus électoral, non pas parce qu'il a acheté le silence de Stormy Daniels ou de Karen McDougal avec qui il aurait eu une relation, parce que lui dit c'est un peu embarrassant, j'ai choisi d'acheter leur silence. C'est absolument pas illégal. Ce qu'on dit, c'est que c'est presque une dépense électorale illégale et qui a entravé le cours du processus électoral. Mais je lance l'idée, puis on y reviendra. Quand en 2020, en octobre, fin octobre 2020, on apprend que plusieurs des anciens patrons du renseignement américain signent une lettre pour dénoncer la propagande russe dans l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden. Alors, c'est quelqu'un de l'équipe de M. Biden, qui est aujourd'hui secrétaire d'État, M. Blinken, qui contacte un ancien directeur de la CIA pour lui dire « Ça ne tenterait pas d'appeler les copains, puis ensemble d'écrire une lettre dans les journaux, de façon à ce qu'il soit très clair pour tout le monde que l'ordinateur d'Hunter Biden, c'est de la propagande russe. » On savait à ce moment-là que l'ordinateur était entre les mains du FBI. Donc, c'était pas une affaire de propagande. L'ordinateur, je le répète, était entre les mains du FBI. C'est une cinquantaine d'anciens patrons du FBI, de la CIA et de plusieurs agences de renseignement qui, au nom de la démocratie, signent une lettre pour dire « Attention, danger de propagande, on est menacé par les Russes ». Et c'est quelqu'un qui sera éventuellement secrétaire d'État, qui travaille autour de M. Biden, qui lance l'idée à Michael Morell, je le répète, un ancien directeur de la CIA par intérim, d'organiser cette lettre. On peut penser qu'il savait que le FBI avait l'ordinateur. Alors, est-ce que c'était une entrave aux élections? Parce que ça arrive juste avant le débat, puis ça permet à M. Biden de fermer le caquet à Donald Trump qui lui dit « Hey, monsieur le candidat démocrate, qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur de votre fils? » Puis lui peut dire « Hey, justement, il y a 50 respectables personnages de l'establishment de la sécurité nationale qui ont signé une lettre pour dire que c'était de la propagande. » Alors, est-ce que c'est une manière d'avoir entravé le processus électoral? Est-ce qu'on pourrait reprocher à des gens dans l'équipe de M. Biden d'avoir fait quelque chose qui était contraire à l'esprit de la loi? C'est une idée que je lance, mais qui est certainement recevable ou valable dans un contexte où on reproche à M. Trump quelque chose d'assez semblable.
Oui, absolument. C'est pas supposé être deux poids, deux mesures, là, même quand on a un personnage aussi polarisé que M. Trump. C'est pas censé être Et ça. même si on le déteste, même si on le déteste. Même si on le déteste, c'est absolument un bon rappel à faire. Stéphane Bureau, gros merci d'avoir été là. Salut.